Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de Madrier TV sur le plateau présent en direct depuis les journées des écotechnologies dans les locaux de l'INSA de Rouen. Donc Jean-Baptiste Ségard, bonjour. Bonjour. Vous avez créé la société OPtender et vous développez un concept assez innovant de prolongateur d'autonomie pour véhicules électriques installés dans une petite remorque. D'où vous est venue cette idée ? Au moment où j'ai eu cette idée-là, j'étais absolument pas dans le domaine de l'industrie automobile. Et cette idée m'est vraiment venue comme celle d'un citoyen qui s'intéresse à la voiture électrique et qui se dit ce serait quand même bien que les voitures qui passent dans la rue, là, soient des voitures électriques qui font moins de bruit, qui polluent moins localement, qui d'ailleurs seraient plus agréables à rouler, etc. J'ai vu que les constructeurs commençaient à sortir, c'était en 2011, commençaient à sortir des offres de véhicules électriques qui n'étaient plus un pot de yaourt, qui était vraiment une voiture, qui était vraiment très agréable, qui était vraiment jolie, bien conçue, etc. Puis bien sûr, j'ai regardé quelle était l'autonomie qui était proposée sur ces voitures et je me suis rendu compte que l'autonomie était limitée à 100 et quelques kilomètres, mettons 150 kilomètres quand tout va bien, et puis plutôt 130 ou voire 110 même en hiver. Et 100 km sur l'autoroute. Comme citoyen, mon besoin est effectivement celui-là la plupart du temps, mais occasionnellement, 5 jours, 10 jours dans l'année, j'ai besoin d'aller plus loin pour des vacances ou un week-end. Et je me suis dit, c'est dommage, je ne pourrais pas acheter de voiture électrique, et tant que cette question-là n'est pas résolue, ce sera pour moi une limitation, et ce sera une limitation probablement pour la plupart des gens. Et donc de fil en aiguille, je me suis dit, au fond, pourquoi est-ce que les constructeurs ne mettent pas dans cette voiture un petit générateur thermique, peut-être un jour une pile à combustible, mais enfin en attendant un petit générateur thermique, parce que la batterie progresse, mais la batterie ça ne progresse pas au même rythme que l'électronique. L'électronique on a tout miniaturisé, et donc on a réduit les consommations. Dans une voiture on peut réduire un peu la consommation, mais finalement pour faire Paris-Lyon en voiture, aujourd'hui ou dans 500 ans, on n'aura pas pu miniaturiser les passagers. Tant qu'on est sur Terre et pas sur Mars, la quantité d'énergie nécessaire pour faire ce trajet-là sera à peu près la même. Donc la batterie, il n'y a pas de miracle. On pourra faire baisser le prix de la batterie, on pourra en réduire la masse et tout ça. Et donc la voiture électrique n'aura plus besoin un jour de subventions significatives. Il n'empêche que la voiture électrique qui fait 800 km probablement n'existera pas. Et je vais aller plus loin dans cette explication. Aujourd'hui, on sait avec un téléphone, on saurait faire un téléphone qui tienne 3 semaines d'autonomie. Il suffit de mettre 21 petites batteries comme celle qui est dans ce téléphone-là. D'ailleurs, il ne tient pas tout à fait une journée. C'est assez agaçant d'ailleurs au passage, je pense qu'on est tous très agacés par ça. Mais personne n'achètera un téléphone qui tient 21 jours. Parce que ce téléphone pèserait 1 kg et coûterait 1500 €. Donc on se contente d'avoir un téléphone qui tient une journée, et quand on part en vacances, on prend son chargeur. L'analogie avec la voiture électrique est absolument la même. Personne ne pourra s'offrir et ne voudra acheter une voiture électrique qui tient 800 km sur autoroute, parce que cette voiture serait trop lourde, trop chère, et totalement inutile, et totalement inefficace tous les jours de l'année, 360 jours par an. Donc quand on partira en vacances, ou quand on fera un long trajet, on va louer un module d'énergie qu'on va adjoindre à la voiture ce jour-là. Donc c'est la voiture modulaire. Voilà le fondement de ça, et voilà la démarche que j'ai eue. Alors ensuite, il y a des aspects de choix techniques dont on pourra peut-être parler. Alors tout à fait, d'ailleurs j'ai vu sur votre site, de façon à ce que tout le monde comprenne bien, vous parlez d'un groupe électrogène monté sur remorque, Oui. ce qui est effectivement très concret, mais je pense que ce n'est pas simplement cela, il y a certainement des innovations, des technologies un petit peu pointues dans ce prolongateur d'autonomie. C'est un petit peu plus que ça, parce qu'effectivement, alors groupe électrogène, c'est une génératrice thermique, donc vous avez un réservoir de carburant, un moteur, et puis une génératrice. Alors tout le monde a en tête le petit groupe électrogène qu'on achète ou qu'on voit sur les marchés. Là vous voyez le truc de 3 kW, ça fait 20 kg, ça coûte 1000 ou 2000 €. Bon, si on met ça dans une voiture, on pourra rouler à 15 à l'heure. Donc ça ne suffit pas. On ne peut pas juste avoir un petit module comme ça qu'on mettrait comme on mettrait une valise dans la voiture. Il faut, pour rouler sur autoroute, un minimum de 20 kW. 30 kW serait bien. Alors, un moteur thermique avec une génératrice capable de générer 20 kW de manière efficace, compacte, de dépolluer, etc., etc. La masse est d'à peu près 150 kg, rien que pour la partie production d'électricité. Donc se dire qu'on va l'accrocher au pare-choc, ou que ce sera une valise qu'on met dans le coffre, ou qu'on le met sur le toit, malheureusement, la masse et les contraintes techniques sont telles que ça n'est pas possible. Et donc l'idée d'une remorque est venue, mais une remorque, voilà, on imagine une remorque qu'on va atteler à la voiture, il faut se mettre à genoux, il y a la boule, il y a la prise, la marche arrière est difficile, Et c'est là qu'il y a des innovations importantes, au sens où d'une part l'attelage se fait en un geste, c'est-à-dire que véritablement on vient cliquer
la remorque, pardon, le tender, puisqu'on n'appelle pas ça une remorque, on appelle ça un tender, comme un tender de locomotive. Vous savez, il y avait la réserve de charbon. Exactement. C'est ça l'idée, c'est que vous avez un module d'énergie qui vient compléter la voiture. Et donc ça vient se clipser vraiment sur la voiture. On abaisse un levier, la liaison mécanique est faite et la liaison électrique se fait automatiquement. Donc on ne se salit pas les mains, on ne se met pas à genoux. Quand le tender est dételé de la voiture, il n'y a pas de boule qui dépasse de la voiture. Et puis l'autre élément extrêmement important, c'est la marche arrière. Et il y a donc un système avec un train secondaire, donc un train une deuxième paire de roues qui sont plus petites, qui se déploient un peu comme un train d'atterrissage d'avion, de manière automatique quand on enclenche la marche arrière. Et ces roues sont directrices, elles vont guider le tender pendant la marche arrière. Donc on peut littéralement faire sa marche arrière les yeux fermés et on peut faire se garer en ayant fait braquer à fond à droite et on repart en marche arrière, braquer à fond à gauche. Ça marche. Tout se passe comme si la voiture fait non plus 4 mètres mais 5 mètres 30. Bon, donc c'est de la taille d'une Bentley. Mais tout de même, ça signifie que quand on s'arrête sur l'autoroute pour prendre un café, on peut se garer, repartir, on peut même faire un créneau si on veut le faire, on peut faire absolument n'importe quelle manœuvre. Et c'est d'autant plus important pour les conducteurs qui ne sont pas habitués justement à tracter des remorques ou des caravanes et donc ils ne maîtrisent pas le contre-braquage. Alors voilà, donc 95% des gens n'ont pas l'habitude de rouler avec une remorque. Cela dit, ceux qui ont l'habitude de rouler avec une remorque, dans le cas d'une remorque qui est très courte et basse et étroite, et donc qu'on ne voit pas quand on est au volant, je mets au défi même les professionnels qui auraient l'habitude. Voilà, donc ce type de fonctionnalité est absolument incontournable et indispensable, et donc un système finalement très simple, mécanique, qui fait l'objet d'un brevet mondial d'ailleurs, facilite cette manœuvre et rend du coup le système facile d'utilisation, commode d'utilisation. Et donc finalement on a un système qui sera disponible en location libre-service, à la demande, un peu comme un vélo qu'on viendrait louer. Voilà, donc le système va s'appeler Tenderlib. Donc on réserve le tender par internet ou par téléphone. On réserve le point de destination aussi, donc on peut faire des trajets aller simples. On peut le louer à Rouen et le déposer à Strasbourg. Passer ses vacances dans les Vosges et au retour reprendre, enfin à Célestat disons si c'est dans les Vosges, et au retour reprendre un autre tender, peut-être le reprendre à Strasbourg et le déposer au Havre, comme on le souhaite. Et puis l'autre élément, c'est que ça répond à la question posée, c'est-à-dire ça procure effectivement 500 km d'autonomie supplémentaire à la voiture, puisqu'on a un réservoir de carburant de 35 litres. Ça génère une puissance de 20 kW, ça permet de rouler sur l'autoroute à 110 km/h à l'infini. Et puis au bout de 500-600 km, on s'arrête pour déjeuner, on refait le plein d'essence, et puis si on s'arrête pour déjeuner, tant qu'à faire, et s'il y a une borne, on refera aussi le plein de la batterie, ce qui minimisera d'autant la consommation d'essence. Et puis tous les autres jours de l'année, on roule à l'électrique, on n'a pas besoin de ça. On va le louer 3 fois, 5 jours, 10 jours dans l'année, ce qui représente l'usage de 2/3 des automobiles. Et alors concrètement, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut descendre de la voiture et mettre en route le moteur quand on a besoin de recharger la batterie, ou est-ce que vous avez prévu des choses un petit peu plus sophistiquées? Il faut aujourd'hui descendre de la voiture pour l'atteler. Bien sûr. Bon, alors c'est-à-dire un jour on pourrait imaginer qu'il s'attelle automatiquement. Un jour, en 2030, on pourra imaginer que la voiture sur l'autoroute vous conduise automatiquement sur l'autoroute jusqu'à la la sortie d'autoroute proche de votre destination. Vous avez conduit vous-même votre voiture jusqu'à l'autoroute et vous reprendrez le volant à la sortie de l'autoroute. Et le module d'énergie pourrait s'atteler automatiquement à la voiture à ce moment-là. Donc, nouveau même point, même en 2030, avoir une batterie ou une voiture qui aurait 800 km d'autonomie serait trop cher, trop lourd, trop encombrant. Donc on aura une voiture qui aura 150, 200 km d'autonomie réelle et le module d'énergie sera utilisé sur l'autoroute. Alors pour revenir maintenant à votre question, quand vous êtes sur l'autoroute ou sur une nationale, en fait au moment où vous avez attelé le tender, vous lui indiquez par votre téléphone, par Bluetooth, vous lui indiquez la distance que vous allez parcourir jusqu'au point de dépôt du tender et vous lui indiquez quelle batterie vous souhaitez à l'arrivée. Vous pouvez souhaiter avoir une batterie à 10% ou à 5% ou une batterie à 50% parce que par exemple ce sera à l'entrée de la ville et vous avez plusieurs rendez-vous dans la ville, donc vous voulez avoir votre batterie pour rouler en ville, zéro émission, sans le tender, avec la voiture toute nue si je peux dire comme ça. Et le système va démarrer et s'arrêter au moment opportun, dépendant du niveau de charge de la batterie à cet instant-là, par rapport à ce que vous avez planifié, et de la vitesse à laquelle vous roulez. Donc typiquement, à faible vitesse, le tender ne fonctionnera pas et vous serez zéro émission en ville ou en périphérie. Et typiquement, si vous êtes sur une 2x2 voies à 90 ou sur une nationale et a fortiori sur l'autoroute, il fonctionnera si c'est nécessaire. C'est-à-dire que si vous faites un trajet de 80 km, il ne fonctionnera pas du tout
pour autant que vous ayez demandé une batterie à 10% à l'arrivée. Et si vous faites, comme je l'ai fait ce matin, Poissy-Rouen, j'ai souhaité avoir une batterie qui était encore à moitié pleine en arrivant ici au Madrillet. Et voilà, c'est le cas. Ma batterie est à 60 ou 50 et quelques pourcents. Et j'ai fait tourner le tender peut-être la moitié du trajet. Enfin, il a tourné automatiquement peut-être la moitié du trajet. Donc effectivement, très pratique à utiliser. Très simple. Très Tout est simple. fait pour que ce soit extrêmement simple. L'attelage, les manœuvres, il y a même un porte-bagages dessus, ce qui vous permet d'avoir une capacité d'emport de bagages supplémentaires, ce qui tombe bien pour les vacances. Ce qui est très judicieux, effectivement. Voilà, donc en plus, non seulement vous avez une voiture qui est compacte et pas trop chère toute l'année, et puis en plus, vous partez en voyage, vous pouvez mettre dessus un vélo, Avec une poussette, Une capacité de charge augmentée. une grosse valise, je sais pas, un sac de sport, ce que vous voulez. Alors pour le moment, vous avez spécifiquement adapté ce tender à la Renault Zoé. Oui. Est-ce que vous envisagez de l'élargir à d'autres modèles présents sur le marché? Oui. Alors en fait, le tender n'a pas besoin d'être adapté à la voiture. Ah. C'est-à-dire qu'il fonctionne sur une gamme de tension qui est autour de 300-400 volts. Donc typiquement la batterie que vous avez sur toutes les voitures, que ce soit une Golf, une Up, une i3, une Kangoo, une Zoé, une Leaf, ENV 200, etc. Donc une très très grande gamme de voitures parce que c'est plus ou moins un standard. Enfin c'est même un standard de toutes les voitures qui ne soient pas des micro-voitures. Et le tender est construit pour pouvoir fonctionner avec n'importe laquelle de ces voitures. En revanche, il faut que la voiture soit dotée d'une barre d'attelage. Donc en effet, aujourd'hui, on a monté cette barre d'attelage sur une Zoé. On fera une réception à titre isolé des voitures qui participeront à un pilote qui sera effectué en 2016 sur la région de Rouen-Saint-Quentin en Yvelines. Et sur ce pilote, on aura des Kangoo et des Zoé, à la fois des flottes d'entreprises, par exemple ERDF, qui aura une vingtaine de voitures qui participeront à ce pilote. La communauté d'agglomération de Rouen aura 3 voitures. J'espère avoir d'autres flottes pour quelques voitures supplémentaires. Et je suis à peu près assuré de l'avoir. Et il y aura 25 voitures de particuliers sur l'axe Seine-Aval. Et j'ai déjà au moins 60 candidats d'ailleurs, donc le pilote intéresse vraiment et il y a beaucoup de gens qui ont des voitures électriques ou des flottes de voitures électriques qui trouvent cette idée tout à fait pertinente et efficace parce que à nouveau ça évite de devoir mettre un prolongateur d'autonomie dans chaque voiture, ce qui est cher, encombrant et qui réduit la charge utile de la voiture, qui sert à rien toute l'année parce que la plupart du temps on fait des courts trajets et juste le jour où on fait un long trajet, là il est très utile. Mais il a bouffé de la charge utile et il a rendu la voiture plus chère. Donc c'est vraiment un concept d'efficacité environnementale en cycle de vie de l'empreinte environnementale de la construction, de la maintenance et de la consommation de la voiture. Et puis c'est très efficace sur le plan économique pour les personnes concernées. Et à nouveau le très gros rouleur, donc quelqu'un qui roulerait 50 fois, 60 fois, 100 fois dans l'année au-delà de 130 km, évidemment, ce n'est pas cette solution-là qu'il faut retenir. Et là, il faut avoir le prolongateur d'autonomie dans la voiture, ou il faut avoir une voiture hybride, ou peut-être une voiture thermique même carrément. Quelqu'un qui ne roule jamais au-delà de 130 km n'aura pas besoin de ça, aura peut-être monté l'attelage sur la voiture par sécurité, mais de fait l'utilisera très très peu. Et à nouveau, les statistiques montrent que les 2 tiers des voitures font occasionnellement des longs trajets. Et donc le marché que je vise, c'est le 2 tiers des voitures. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée des tarifs, par exemple, pour louer un tender sur une journée? Combien oui. ça Alors, coûterait? sur les tarifs de location, alors à nouveau, c'est la location achetée. Cet objet-là n'aurait pas de sens à nouveau, puisque c'est un objet relativement cher, forcément. La location, c'est visé 17 € par jour, un forfait, y inclut 1 heure de fonctionnement du tender. Donc, par exemple, vous faites un trajet de 150 km, peut-être 200 km même, ça vous coûte 17 €. Si c'est un trajet aller-retour, vous ramenez le tender au même point de départ. Si vous faites un week-end à 200 km, 34 €. Et au-delà de l'heure de fonctionnement du moteur, ça coûte 7 € par heure supplémentaire. Donc cette fois, typiquement, vous faites Rouen-Lyon, je ne sais pas combien de kilomètres, mais enfin, mettons qu'il y ait 600 km. Voilà. En aller simple, là, ça va vous coûter une 60aine d'euros, quelque chose comme ça. Et puis vous passez vos vacances dans la région lyonnaise. 3 semaines plus tard, vous remontez, vous louez un autre tender, juste cette journée-là. Ce qui est évidemment beaucoup plus intéressant à tous aspects que de louer une voiture pour cette période, parce que là, louer une voiture 15 jours ou 3 semaines, c'est beaucoup plus cher. Et c'est même là aussi assez inefficace sur le plan environnemental, puisque ça veut dire qu'il y aura 2 voitures, dont une qui sera restée au garage, la vôtre, et vous aurez utilisé cette voiture-là pendant 3 semaines, mais pas tous les jours bien sûr. Tandis que le tender, vous allez l'utiliser pour aller à Lyon,
Et puis ensuite, une fois que vous l'avez déposé à Lyon, quelqu'un d'autre l'utilisera pour aller à Marseille, etc. Et pendant les 3 semaines, ce tender-là va circuler et va être optimisé dans son usage par d'autres personnes que vous. Donc c'est de l'autopartage du module d'énergie. Tout à fait. Donc tout ça c'est très intéressant. Donc votre système en fait permet de donner à tout véhicule électrique la fonctionnalité d'un véhicule hybride, mais uniquement quand on en a besoin. Exactement. Donc il est optimal au quotidien et il devient capable d'accéder à la même autonomie qu'une voiture thermique occasionnellement. Donc finalement on a le meilleur des deux mondes. On a la voiture la plus agréable qui soit et très très efficace au plan environnemental et à un prix qui est équivalent à celui d'une voiture thermique, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit vraiment moins cher aujourd'hui, c'est le même prix. C'est substantiellement le même prix, c'est un poil moins cher, mais c'est substantiellement le même prix. Donc le bénéfice qu'on en tire d'avoir une voiture électrique aujourd'hui, c'est d'abord un agrément incomparable, et c'est également, au même niveau, un bénéfice environnemental collectif, et la satisfaction de se dire qu'on ne fait pas de bruit, qu'on ne pollue pas localement, et qu'on n'émet pas de CO2 pour les questions de réchauffement climatique. Qu'on n'en émet pas, enfin qu'on en émet en tout cas beaucoup moins. Il y a toute la question de savoir comment on produit l'électricité, mais au passage, la voiture électrique permet de faciliter le développement des énergies intermittentes, c'est-à-dire que la batterie, surtout si on la charge la nuit, ce qui est 90% des cas, on peut la charger quand les éoliennes tournent. On peut la charger quand on a de l'électricité dont on ne sait que faire parce que le reste de la consommation a été réduite. Et puis un jour, la batterie permettra aussi de restituer de l'électricité à l'heure de pointe et donc finalement de lisser tous les aspects de pic et de creux, vous savez, de la production énergétique, qui coûte très cher parce qu'il faut une capacité permettant de satisfaire la crête. Et donc, finalement, dans ce modèle-là, à la fois, on peut lisser les pics et les creux de consommation électrique, c'est-à-dire de l'infrastructure du réseau, ce qui est un atout formidable, et on a une voiture qui, là aussi, lisse les pics et les creux des usages en nombre de kilomètres, c'est-à-dire que dans la moyenne, vous avez une voiture qui est faite pour ça, et pour la crête, vous rajoutez juste un coût marginal et une utilisation marginale de ce module-là, ce qui le rend plus efficace aussi. Et donc, voilà, c'est une solution qui au fond, peut-être un jour paraîtra banale, qui aujourd'hui, en tout cas, est disruptive, comme on dit, c'est-à-dire que c'est une vraie innovation. Absolument. C'est une innovation de rupture, c'est une innovation qui change un peu l'image qu'on a de la voiture, qui est une voiture d'un bloc, où pour l'instant, quand on choisit une voiture, on choisit cette voiture en fonction de l'usage qu'on aura la semaine de vacances ou les 15 jours de vacances, et donc on choisit une grosse voiture capable d'aller loin, juste à cause de ça. Ce qui, au fond, quand on y réfléchit, est un peu aberrant. Donc autant avoir une voiture choisie pour 360 jours par an, et puis qu'on peut compléter pour satisfaire les 6 jours supplémentaires occasionnels de manière efficace, à la fois en termes de capacité d'emport et d'autonomie. Alors je crois d'ailleurs que vous avez développé ce produit très innovant dans le cadre du pôle de compétitivité Moveo. Oui, absolument. Moveo a été très utile. Je dois dire que je ne viens pas du tout, comme je le disais tout à l'heure, je ne viens pas du tout de l'industrie automobile. Et donc tout le networking et tout le maillage qui a été possible au travers de Moveo a été d'un très grande utilité, et j'ai pu établir toutes sortes de contacts très utiles au travers de Moveo. Alors aujourd'hui, le projet commence à être un petit peu connu dans le monde des professionnels du secteur. Et puis commence à l'être aussi un petit peu chez les particuliers, les gens qui ont des voitures électriques, etc. Alors il y a des gens qui suivent sur Facebook, sur le site web Ptender, etc. Mais Moveo m'a beaucoup aidé, et encore aujourd'hui d'ailleurs, pour tous les aspects de crédibilité et de contact et de maillage. Renault m'a beaucoup aidé également pour tous les aspects techniques. Et voilà, le fait d'être dans une région qui est actif dans ces domaines-là, une sorte de cluster, est un point très important. Et je pense d'ailleurs que les constructeurs doivent s'intéresser fortement à votre produit, puisque ça va peut-être leur permettre aussi d'accroître le développement de leur marché sur le véhicule électrique. Oui. Sur ce point, pour un constructeur, c'est quand même une évolution majeure si ce type de solution se développe de manière significative. Et donc, d'une part, ça veut dire qu'il faut que la voiture soit homologuée en homologation série pour tracter une petite remorque. Oui. Bon, donc ça, c'est quand même quelque chose qui est pas mineur. Enfin, c'est pas très compliqué, c'est pas un enjeu formidable, mais c'est quand même pas un élément mineur. Et puis d'autre part, il faut que le constructeur soit rassuré sur le fait que pour le public, le fait d'adjoindre occasionnellement un module d'énergie thermique ne soit pas quelque chose qui vienne ternir l'image de la voiture. Alors, ma réponse, c'est de dire,
ça n'a terni absolument pas. Et d'ailleurs, au salon de l'auto, j'ai vu des milliers de personnes, littéralement, puisqu'on avait un stand au salon de l'auto. Et sur ces milliers de personnes, vraiment, tous sont repartis soit en disant, bon, la voiture électrique, c'est l'avenir, mais c'est pas pour moi tout de suite. Et donc votre truc, c'est pas mal, mais voilà. Et puis tous les gens qui vraiment s'intéressent à la voiture électrique, qui sont à peu près un tiers des Français qui vraiment ont un désir réel, si cela était possible pour eux, d'acheter une voiture électrique. Et bien avec une solution comme celle-là, les gens repartent en disant, ah ben voilà, ça y est, maintenant j'ai une solution. Et maintenant je peux acheter une voiture électrique pas trop chère, compacte, efficace au quotidien, etc. Mais je peux aussi l'utiliser en vacances ou je peux aussi l'utiliser à l'occasion des longs trajets. Et donc les gens étaient vraiment emballés, globalement emballés. Et j'ai absolument pas senti ce frein-là. Quelquefois, il fallait en parler un petit peu. C'est-à-dire, quelquefois, les gens disaient, mais ah oui, mais alors, bon, du coup, c'est contradictoire de rouler à l'essence avec une voiture électrique. Mais une fois qu'on explique que ça permet de rouler à l'électrique 98% du temps et à l'essence 2% du temps, et que quand même c'est mieux qu'à cause de 2%, on soit obligé de rouler à l'essence 100% du temps. Voilà, donc c'est même pas un compromis, c'est une évidence que si on a 10% des voitures qui roulent à l'électrique 98% du temps, c'est beaucoup mieux que d'avoir 0,5% des voitures qui roulent à l'électrique 100% du temps et tout le reste à l'essence, quoi. Donc c'est un peu compliqué ce que je dis là parce qu'il y a beaucoup de chiffres, mais au fond c'est du bon sens de se dire que voilà, c'est un petit peu comme, je sais pas, on va de temps en temps faire des courses en voiture, mais le plus souvent à pied. Bon, bah, c'est très efficace, mais c'est mieux que de le faire tout le temps en voiture. Voilà, donc ça c'est la même chose. Le aller à pied étant l'analogie avec l'électrique, et les gens ont très bien compris. Donc je crois que les constructeurs, qui sont quand même des grosses, des super tankers en termes de stratégie, etc. On ne modifie pas tout comme ça. Mais il y a un vrai intérêt, il y a beaucoup de sympathie pour le projet et pour l'idée, et une vraie bienveillance. Alors ensuite, il faudra transformer ça, et donc c'est pour ça que le pilote, par exemple, permettra de prouver que du point de vue de l'utilisateur, c'est une solution qui est appréciée et qui est efficace. Et une fois qu'on aura 50 voitures et des tenders qui vont circuler dans la région, je pense que la demande de la part du public va être démontrée. On a d'ailleurs déjà fait une étude marketing avec l'Institut TNS Sofres, qui donne de très bons résultats et qui démontre que à peu près 2% des acheteurs de voitures, de tous les acheteurs de voitures, de toutes les voitures, seraient d'ores et déjà prêts à utiliser e-Tender, et que e-Tender permettrait de pousser les ventes de voitures électriques de ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire 0,5%, à 4,2%. Et donc c'est très 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 significatif, et rien que ça, ça devrait être un moteur important, je pense, pour les constructeurs. Mais je dois reconnaître que ce n'est pas des décisions qui peuvent se prendre comme ça, et donc c'est une maturation qui, je crois, est en train de se produire. En tout cas, je l'espère vivement, et l'avenir nous le donnera, mais la tendance est constructive en tout cas, et à nouveau une vraie bienveillance. Alors, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, vous allez peut-être aussi développer une nouvelle version utilisant une pile à combustible, où là, ça permettrait de revenir aux critères de véhicules absolument non polluants. Voilà. Alors, j'aimerais beaucoup faire une version pile à combustible, et d'ailleurs, à terme, on aura aussi des versions à batterie. Vous savez, la batterie aujourd'hui, si on voulait faire 500 km avec une batterie, il faut 700 kg de batterie, donc c'est inenvisageable de tracter 700 kg de batterie, plus le support, les roues, etc. Donc on arriverait à une tonne, mettons, ce qui est délirant, quoi. En revanche, on saurait déjà faire une solution avec une pile à combustible. Il faut trouver le financement nécessaire, il faut pouvoir loger les réservoirs d'hydrogène, parce que tout ça, quand même, ça représente aussi du poids et du volume. Mais j'essaye effectivement de convaincre les industriels de la filière hydrogène et pile à combustible qu'un tender pile à combustible serait une solution remarquable pour accélérer le développement de cette filière, puisque aujourd'hui on a un problème de poule et d'œuf, où on a d'un côté la nécessité de construire un réseau de distribution d'hydrogène qui coûterait à peu près 1 milliard d'euros sur la France et 10 milliards d'euros sur l'Europe, donc on voit que c'est monstrueux, et d'autre part des voitures qui coûtent la future Toyota ou quelques dizaines de milliers d'euros, mettons 50, 60 000 euros pour une voiture pile à combustible. Alors qui va construire le réseau s'il n'y a pas de voiture, et qui va acheter une voiture s'il n'y a pas de réseau? Donc ça donne une double barrière à l'entrée, comme on dit, qui est, à mes yeux, infranchissable. Donc il y a des solutions consistant à dire on va développer la pile à combustible d'abord sur des flottes captives, ce qui est une très bonne idée, et d'avoir des piles à combustible de faible puissance en tant que prolongateur d'autonomie dans la voiture, ce qui est une très bonne idée. Ça reste
un début très très progressif et il faudra des années. Si on était capable d'avoir une voiture, mettons une Renault Zoé, qui soit capable de rouler au quotidien en charge réseau, sans rien, qui soit capable de rouler à l'hydrogène sur des corridors, des axes routiers principaux, équipés de stations de distribution d'hydrogène, mettons l'axe Lille-Marseille, et qui soit également capable, si on fait Orléans-Brest, de rouler à l'essence avec un prolongateur d'autonomie essence, pour une voiture à 15 000 euros, ça c'est magique. Parce que du coup, la nécessité de construire un réseau d'1 milliard sur la France tombe. Il suffit de mettre 3, 4 ou 5 stations sur l'axe Lille-Marseille, et déjà les voitures qui feront Lille-Marseille pourraient rouler à l'hydrogène. Et puis, donc on aurait un réseau de tenders dans le réseau Tenderlib qui serait hydrogène, disponible sous forme hydrogène sur l'axe Lille-Marseille, et disponible sous forme essence ailleurs. Et c'est la même voiture qui pourra rouler alternativement et indifféremment, en charge réseau tous les jours, à l'hydrogène occasionnellement, et là où il n'y a pas d'hydrogène, de rouler à l'essence. Et ça veut dire qu'on a une voiture à 15 000 euros et pas à 60 000 euros, et on a un réseau qui coûtera 5-6 stations au début, et pas 1 milliard. Voilà, donc ça change la donne de manière phénoménale, et ça divise le coût d'entrée d'un réseau d'hydrogène et du développement d'un parc de voitures hydrogène d'un facteur 10 au moins, mais à mon avis probablement beaucoup plus, quoi. Donc c'est plusieurs ordres de grandeur, comme on dit. Eh bien écoutez, bravo, parce que vous êtes vraiment au cœur des enjeux stratégiques de l'écomobilité, et donc pour une jeune entreprise, c'est vraiment un très très beau résultat. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous.